les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Bonjour Jacques, je vous embrasse. Je vous remercie Jacques d'avoir accepté d'être le premier dans notre émission Rencontre des temps nouveaux, qui va réunir toutes les personnes qui œuvrent pour l'évolution de l'humanité, toutes les personnes qui travaillent pour l'amélioration de la vie sur Terre. Et vous, vous êtes un des pionniers de cette entreprise, puisque vous avez écrit 55 livres sur la communication, que vous êtes psychosociologue et que vous avez consacré votre vie à ça. Une partie tout au moins, oui. Oh, une grande partie. Vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à vous diriger dans cette voie C'est quand j'ai découvert douloureusement, après beaucoup de tâtonnements, que au fond j'étais un infirme de la communication. Ce qui est un paradoxe, parce que j'étais un psychomachin-chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, mais pour ce qui concernait ma vie personnelle, ma vie professionnelle même, j'étais un véritable infirme, j'étais en souffrance, en difficulté. Et c'est après une rupture amoureuse qui m'a réveillé, qui m'a secoué, qui a fait que j'ai accepté de commencer un travail sur moi et une interrogation qui s'est prolongée ensuite à travers 55 livres, mais surtout à travers mon travail de formateur en relations humaines. D'accord. Et donc, vous travaillez pour aider les gens à mieux communiquer entre eux, dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants en particulier. Oui, voilà, les 5 thèmes principaux. Voilà, qui sont les ancrages de ma vie, c'est l'amour, bien sûr, le couple, parce que l'amour est à la fois la chose la plus recherchée et vraisemblablement la plus maltraitée. La relation aux enfants, je considère que les enfants, c'est notre part d'éternité, donc c'est important. Moi, je suis le père de 5 enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces 5 enfants. Je m'intéresse bien sûr à la relation à soi-même. Si je ne suis pas un bon compagnon pour moi, je ne suis pas non plus un bon compagnon pour l'autre. Et ça, c'est mon utopie. Je travaille beaucoup sur la communication à l'école, car je considère que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de violence. Il y en aura beaucoup dans les 10 prochaines années si on ne se réveille pas, si on ne se secoue pas. Et je me bats pour cet objectif-là. Alors, également dans le monde de l'entreprise, parce que travailler 8 heures par jour, c'est vendre 8 heures de sa vie chaque jour. Et la question, c'est pas combien, mais comment. En fait, vous faites une œuvre de paix. Parce que apprendre à communiquer, c'est amener des relations paisibles entre les gens pour qu'ils se comprennent. Je me reconnais là, je me reconnais dans... En fait, c'est une invitation pour les gens à se réconcilier, d'une part avec eux-mêmes, parce que ce problème de la paix, il est central. Je sais que vous militez beaucoup autour de ce thème, mais si je ne suis pas en paix avec moi-même, c'est les véritables conflits. Avant d'être des conflits interpersonnels, sont surtout des conflits intrapersonnels. Donc, si je ne fais pas la paix à l'intérieur de moi, si je ne me réconcilie pas entre mes désirs et mes besoins, par exemple, entre mes attentes et les réponses que je vais obtenir de l'entourage, si je suis un terroriste relationnel faisant peser mon désir sur l'autre, c'est vrai que je déclenche une guerre intérieure qui va se développer en guerre extérieure. Voilà, alors c'est ça les vrais désirs que vous avez pour notre monde. Oui, je pense que notre vie mérite d'être vécue. On me demande souvent quel est le sens de l'existence. Eh bien, je considère que c'est donner plus de vie à la vie. Voilà, c'est ça, je crois, ma petite cosmologie personnelle, mes croyances personnelles. Bon, bien, on va continuer plus avant avec Florence qui va nous rejoindre. On va aller dans notre petit salon préparé à cet effet. Voilà. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous aujourd'hui de cette relation dans le couple
Mais avant d'aborder la relation de couple, je voudrais que vous nous parliez de ce qu'est la rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on projette dans cette rencontre amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi bien un être nous plaît? Pourquoi lui et pourquoi nous à ce moment-là? Il y a beaucoup d'enjeux dans la rencontre amoureuse. Il y a d'abord les affinités qu'on pressent, qu'on sent. Donc c'est de l'ordre de la sensation. On va découvrir qu'on a les mêmes centres d'intérêt. C'est de l'ordre vibratoire également. Les jeunes nous disent on est branché pareil, on est branché sur quelque chose de semblable. Ensuite, il y a l'attirance physique, mais contrairement à la rumeur publique ou à ce que les gens croient, elle joue un rôle moins important qu'on ne le croit. Mais bien sûr, il y a une sorte d'appel. Alors, qui dit rencontre, ça veut dire deux mouvements, une sorte d'élan vers l'autre et un élan de l'autre vers nous qui va être accueilli ou au contraire qui ne va pas être accueilli. Et puis, il y a aussi, et c'est le plus difficile à détecter, les choix inconscients. Par exemple, je vous rencontre et vous ne savez pas, ni moi, que vous me rappelez, mettons, l'institutrice du CM2 qui a été très bienveillante pour moi. L'effet inverse va jouer si l'institutrice du CE1 qui a été très rejetante et un peu sadique avec moi va faire que si je vous rencontre, je vais me protéger et m'éloigner, alors que peut-être vous venez vers moi. Donc vous voyez, la rencontre amoureuse va naviguer entre affinité, message inconscient qui circule, et puis bien sûr, la naissance d'un sentiment. Mais le sentiment, il met plus longtemps à naître. Il y a le coup de foudre qui est cette sorte de surgissement du sentiment chez les deux, mais comme disait ma grand-mère, dans le coup de foudre, il y a souvent plus de coups que de foudre. Donc je suis plus réservé quant à ce surgissement des sentiments. Alors les sentiments, ils vont mettre plus longtemps à naître, et il va falloir s'interroger, parce que vous le savez comme moi, il y a des pseudo-amours, il y a des pseudo-amours, là, je voudrais que vous nous en parliez. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo-amour? Alors, ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. Les pseudo-amours, par exemple, je vais vous en citer 4. Oui. C'est quand je suis dans l'amour de besoin, par exemple. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être aimé. Alors, je vais vous dire je t'aime, mais ça veut dire aime-moi, aime-moi. Et je vais vous harceler pratiquement avec mon propre besoin d'être aimé. Donc ça, c'est les amours de besoin. Les amours de manque, c'est-à-dire que je vais attendre de vous que vous me donniez l'amour que ma mère aurait dû me donner, ou une précédente rencontre aurait dû me donner et ne m'a pas donné. Et là, le paradoxe, c'est que vous allez m'aimer avec un amour que je vais appeler B, mais moi, c'est un amour que je veux X, celui que ma mère ne m'a pas donné. Et donc, votre amour va être voué à l'échec, puisque j'attends de vous que vous m'aimiez comme j'aurais dû être aimé dans une relation antérieure. Il y a aussi les amours, c'est un mot terrible, les amours de consommation. Je ne vous aime pas vous, mais j'aime l'amour que vous avez pour moi. Ce qui fait que j'ai dit souvent à mes filles, quand un garçon vous dira je t'aime, regarde bien où c'est qu'il a les yeux. Là, par exemple, je dis je t'aime, et en fait, j'aime l'amour que vous avez pour moi. Et vous allez accepter dans un premier temps, parce que vous allez croire que je vous aime. Mais j'aime vos sentiments, et pas la personne. Et puis, il y a les amours de peur. J'ai tellement peur de ne pas être aimé, j'ai peur que vous me quittiez, j'ai peur que vous en aimiez un autre, que je vais déposer mon amour, mais enfin de vous enfermer dedans, et de vous clôturer dedans, ce qui va faire d'ailleurs que je vais souvent déclencher ce que justement je redoute. Alors là, vous nous parlez de tout ce que l'amour n'est pas. La question de savoir ce qu'il est, c'est peut-être aussi assez difficile à définir. C'est une vaste question, vaste sujet. C'est énorme, et il n'y a pas de réponse définitive. Alors je vais vous donner où j'en suis. J'ai 72 ans, voilà où j'en suis. La meilleure image que j'ai, c'est l'image musicale. Alors je vais le symboliser par exemple par deux objets. Voici l'amour que vous avez pour moi, on va le mettre du côté du cœur. Voici l'amour que j'ai pour vous. Déjà, vous remarquez que ce n'est pas le même amour, ce n'est pas le même sentiment. La meilleure image que j'ai, c'est l'image musicale. C'est comme deux notes de musique, une note chez vous, une note chez moi, et quand ces deux sentiments vont se rencontrer, s'ils s'accordent, ça va faire parfois du Mozart.
Et c'est ce que je souhaite à chacun. Mais ça, c'est plus rare qu'on ne le croit, parce que, comme certaines notes de musique, ça ne s'accorde pas toujours, ça fait un couac. Et le paradoxe, c'est qu'on ne va pas se quitter, on va rester ensemble avec l'espoir, chez vous, chez moi, qu'un jour ça s'accorde. J'ai 72 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. Donc vous voulez dire que si ça ne fonctionne pas tout de suite, si ça ne marche pas, il vaut mieux pratiquement s'arrêter? Je crois qu'il faudrait se respecter, mais ça personne ne le fait. Personne ne le fait parce que, surtout aujourd'hui, il y a une sorte de surréévaluation de l'amour aujourd'hui. On donne à l'amour une toute puissance incroyable. Moi, je vais être persuadé que grâce à mon amour, le vôtre un jour va s'accorder avec le mien. Et vous aussi, vous allez être persuadé que grâce à ce bel amour, le mien va un jour s'accorder au vôtre. Mais il faut savoir cela. Nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. C'est ça l'humanitude. Nous n'avons pas de pouvoir ni sur nos désirs. Nous en parlerons un peu plus tard. Si la rencontre amoureuse se transforme en relation, va surgir aussi le désir. Il peut surgir aussi, bien sûr, dans la rencontre. Nous n'avons pas de pouvoir ni sur nos désirs, ni sur nos sentiments. On veut toujours que ça évolue, que la relation évolue. On espère toujours que l'autre va changer. Et alors, on compte beaucoup sur ça, sur le changement d'autre. Et c'est peut-être surtout les femmes. Ça, c'est le grand mythe. Voilà, et ça, c'est pas possible. Bien sûr que le changement existe, mais on ne peut jamais changer l'autre. On ne peut changer que sa relation à l'autre. Je ne peux pas changer mes parents, mais je peux changer ma relation aux parents. Je ne peux pas changer ma blonde, mais je peux changer ma relation à ma blonde. Et surtout, je peux changer la relation avec moi-même. Je ne peux pas me changer moi, mais je peux changer la relation que j'ai avec moi-même. Alors vous voyez, toutes ces composantes vont naviguer dans ce que deviendra plus tard ce que j'appelle une relation de couple, mais nous n'en sommes pas là. Alors dans la rencontre amoureuse, va dominer les affinités, les ressentis, un ressenti de bien-être, un ressenti de... quand on est amoureux, par exemple, on marche à 50 cm au-dessus du sol, on écrit moi j'écrivais des poèmes d'amour que j'envoyais en direction de l'autre, qui ne les accueillait pas toujours, vous voyez déjà, ou ne les accueillait pas avec la même intensité, le même émerveillement que j'avais mis moi à les composer. Alors vous voyez les légers décalages qui vont commencer à s'introduire. Pendant 12 ans de ma relation de couple, vous m'auriez entendu dire, on aime Mozart. Tous les deux on aimait Mozart. J'ai mis 12 ans à découvrir que ce qu'elle aimait elle, c'était les opéras de Mozart, et moi ce que j'aimais c'était les concertos de Mozart. C'est pas le même Mozart. Il va falloir, voyez-vous, tout ce chemin pour découvrir que on n'aime pas le même Mozart, on n'aime pas le même enfant qu'on veut faire, on n'aime pas les mêmes films, etc. Jacques Salomé, on va parler tout au cours de cette émission de ce qu'est le couple. Avant de se dire, entre guillemets, de se mettre en couple, est-ce qu'il faut avoir répondu à un certain nombre de conditions et d'avoir évacué justement tout ce que sont ces pseudo-amours avant d'arriver à ce couple-là? Alors, déjà, si vous découvrez que ce que vous propose l'autre, c'est un pseudo-amour, je crois qu'il faut fuir à toutes jambes. Voilà. Ce qu'on ne fait pas habituellement, je prends l'amour de consommation. La femme ou l'homme qui est l'objet de ce type d'amour, c'est-à-dire, je le répète, j'aime non pas vous, mais l'amour. Alors on va le mettre du côté du cœur. J'aime l'amour que vous avez pour moi. Au début, vous êtes aveuglé, vous allez dire à vos amis, qu'est-ce qu'il m'aime, il me fait des déclarations, il me réclame ma présence. En fait, ce n'est pas votre présence que je réclame, c'est ça, l'amour que vous avez pour moi. Parce que c'est une dimension narcissique chez moi, j'aime être aimé, etc. Donc, vous allez mettre des fois des années à découvrir que dans cette relation-là, vous êtes la seule à aimer, parce que moi, je ne vous aime pas. J'aime, je le répète, l'amour que vous avez pour moi. Alors, et ça ne se démystifie pas au début. C'est pour ça d'ailleurs, il faut le dire très clairement, toute relation amoureuse, toute rencontre amoureuse est un risque. Est un risque pour plusieurs raisons, puisque on ne sait pas, on ne le voit pas clairement. Est-ce qu'on est dans un pseudo-amour ou est-ce qu'on est dans un amour que j'appellerais un amour tourné vers l'autre? Voici l'amour que j'ai pour vous. Si je suis habité par cet amour, est-ce que je suis capable de vous l'offrir, comme dirait ma fille, gratos? Gratos, ça veut dire sans contrepartie. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas. Bien sûr que j'attendrai que vous ayez ce que j'appelle un amour en réciprocité. Les fameuses
la note de musique, une note chez moi, une note chez vous, et que ces deux notes vibrent ensemble. Mais ça, c'est très peu, dans très peu de cas. C'est notre rêve à tous. Alors ça ne se produit pas dans toutes les relations, et des fois il faut attendre plusieurs années avant de découvrir des amours qui s'accordent au sens musical du terme. Ça c'est pour les sentiments. Alors, vous savez que les téléspectateurs peuvent nous envoyer des questions qu'ils peuvent vous poser. Hélène. Ah oui, j'ai des petites questions des téléspectateurs. De jeunes téléspectateurs, hein, adolescents. Donc un jeune homme qui demande si le fait d'être amoureux n'est pas une sorte d'illusion d'optique. Parce qu'il dit qu'on projette beaucoup de choses sur l'autre, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas ça. Il n'est pas comme ça. C'est très juste ce qu'il dit. C'est vrai que dans un premier temps, je vous rencontre, j'ai 16 ans, 15 ans, 17 ans, vous avez peut-être le même âge, je vous rencontre et vous ne savez pas, et moi non plus, que vous êtes une surface de projection sur laquelle je vais jeter tous mes désirs. Je vais jeter le rêve d'une harmonie, le rêve d'un accord que vous, enfin, contrairement à ma mère ou à d'autres que j'ai rencontrés qui ne me comprennent pas, vous allez me comprendre. Vous allez peut-être même m'entendre sans que j'ai besoin de dire. Voilà toutes les utopies qui naviguent. Et vous êtes une surface de projection, je suis peut-être aussi pour vous une surface de projection sur laquelle va venir se jeter, et ça il faut le savoir, et des sentiments positifs, mais aussi des sentiments négatifs. Parce que je suis attiré par vous, je vais vers vous, mais en même temps je trouve que vous devriez vous peigner plus souvent, vous avez les cheveux trop longs, ou ces bottes elles ne vous vont pas du tout, et vous allez remarquer que moi je parle trop avec les mains, ou que je m'agite trop, ou que je ne fais qu'1,69 m et demi, et que si je faisais 1,75 m, ça serait quand même mieux. Alors vous voyez, on projette un certain nombre de désirs, d'attentes, de demandes, et surtout d'exigences qui ne sont pas dites dans un premier temps, mais qui vont à un moment donné irriguer, alimenter la relation. Alors vous voyez, je me fais l'avocat du diable, je montre déjà tous les obstacles, tous les malentendus possibles, et ils sont nombreux, qui vont faire que, regardez autour de vous, 3 couples sur 4 se séparent, c'est beaucoup, et se séparent, mais c'est pas un échec, parce que moi j'ai beaucoup appris dans ma première relation amoureuse, même si nous sommes séparés avec beaucoup de souffrance et dans un premier temps de ressentiment, mais nous grandissons à travers ça. Alors je rejoins votre interlocuteur, et il a raison, c'est une surface de projection sur laquelle on va jeter beaucoup de nos attentes, de nos désirs et de nos demandes. Il s'est aperçu, ce jeune homme, qu'en fait, c'est ce que l'on voudrait devenir, que l'on projette sur l'autre. Et j'ai trouvé ça très joli. Parfois, oui. Parfois. Et oui, par exemple, moi je doute de moi, je ne suis pas très sûr de moi, j'ai beaucoup de non-confiance, je vous rencontre, vous êtes assuré, vous avez des réponses à tout, vous avez réussi le bac au premier coup, etc. Ouais. Alors je vais être attiré par vous parce que vous avez ce que moi je n'ai pas et que je souhaiterais avoir, votre certitude. Ça, attention, ça contient un danger parce que c'est ce que j'appelle des amours pépinières. Très joli. Je suis attiré vers vous parce que vous avez tout ce que je n'ai pas. Et supposons que notre rencontre se transforme en relation, on va rester 10 ans ensemble, je me nourris de vous, je vais grandir, et quand je suis enfin suffisamment grand, bye bye. Les amours pépinières, c'est toujours très douloureux pour la pépinière. D'accord. Alors une jeune fille aussi elle est très attirée par un jeune homme qui est très attiré par elle aussi, mais elle sent comme un mur parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie du jeune homme et elle demande comment faire, comment avancer dans cette relation. Ça c'est un des malentendus classiques. Elle a des sentiments pour cet homme qui apparemment, ou ce garçon, qui apparemment a des sentiments tournés vers une autre. Donc ça veut dire que la place n'est pas libre. Lui peut être intéressé, et peut être intéressé par ce que j'appelle, et c'est terrible, une relation de consommation. Si elle est belle, elle est attirante, il a envie d'avoir une relation intime, une relation sexuelle, tout en menant de front une autre relation dont elle va vers beaucoup de souffrance. Bien sûr qu'elle va rester dans la relation, parce que elle pense que grâce à la puissance de son amour, il va se détourner de l'autre et se tourner un jour vers l'autre. Alors elle est capable d'avaler des couleuvres pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années.
jusqu'au moment où elle va découvrir que la relation principale, elle est toujours là, qu'elle, elle n'est qu'une relation tierce. Et ça, on le voit dans certains couples, la personne, l'homme ou la femme qui est dans une relation tierce, elle espère toujours que l'autre quittera la relation principale pour que la relation tierce devienne principale. Mais 20 ans plus tard, elle attend toujours les coups de téléphone de l'autre et quelques rares week-ends. Ça, c'est terrifiant. Donc elle a très bien fait, cette jeune fille, elle n'a pas bougé. Alors voilà, elle doit se respecter. Voilà. Ouais. À l'âge que j'ai, ce que je mets au-dessus de tout, c'est le respect de soi. Il faut se respecter. Même si j'aime quelqu'un, si la relation qu'il me propose fait que je ne me respecte pas, il vaut mieux que je respecte mon amour, mais que je renonce à la relation. Très bien.